Voilà, maintenant que nous sommes bien rangés, les abeilles avec les abeilles et l'eau avec l'eau, on va commencer ce débat. Merci à tous d'être présents. Je vais vous présenter d'abord les intervenants à cette table ronde. Je vais commencer par ma voisine de gauche, Laure Verdeau, que vous connaissez inévitablement, c'est une star ici. Elle est directrice de l'agence Bio depuis 2 ans et je crois qu'avant, Laure, vous étiez à la Banque publique d'investissement et vous vous êtes occupée dans votre carrière de conseil dans le secteur alimentaire. À ma droite, Anne-Charlotte Mess. Vous êtes chargée de mission à l'Association de développement de l'apiculture Occitanie, ADA, c'est ça? Voilà, et vous avez été formée, vous êtes vétérinaire, c'est ça? Vous avez été formée à l'école vétérinaire à Nantes, non? Il m'a semblé voir ça. D'accord. Ah, vous n'êtes pas vétérinaire. D'accord. Bon, d'accord. Apicole. Voilà, Soisic Guimier qui est à votre droite, qui est chargé de l'accompagnement des vignerons qui souhaitent mettre dans leur vignoble ou à proximité de leur vignoble des ruches. Voilà, et vous êtes ingénieur agronome, si je ne me trompe pas. Bon, là, j'ai bon. Et auparavant, et vous travaillez pour Bee-Friendly. Oui, j'ai oublié de dire ce qui était essentiel. Et avant cela, vous aviez travaillé à l'INRA et chez EcoCert. Kevin Boissé, vous êtes chargé d'intervention spécialisée agriculture à l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée et Corse. Et vous êtes diplômé de Bordeaux Sciences Agro. Et Philippe Fehrenbach, je prononce bien, voilà. Vous êtes le patron de la Source Perrier, c'est ça, à Vergès. Voilà, ce qui nous évitera de donner votre titre en anglais, qui n'est pas très... Voilà. Et vous travaillez, vous êtes là aussi parce que vous travaillez de manière étroite avec une coopérative viticole. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et nous devions avoir... Voilà, Sabine Bonneau, qui était le porte-parole, enfin qui est encore porte-parole de l'association Planet Score, mais pour des raisons de difficultés de transport liées à un petit mouvement social dont vous avez dû entendre parler, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc on est invité à un débat dont je vais préciser les termes dans un instant, mais qui porte au fond sur la confiance qu'inspire le vin bio. Et ce débat, il n'intervient pas par hasard, hein, bien sûr, il intervient dans un moment où le vin bio, à la suite de l'alimentation bio de manière plus générale, traverse une période un peu difficile. Après des années de croissance assez ininterrompue, le marché du vin bio marque un peu le pas en 2022. Bien sûr, il n'y a pas de catastrophisme à faire, ni à avoir. La France reste le premier vignoble bio du monde avec 160 000 hectares de surface qui sont soit en conversion, soit certifiés bio. Cette surface bio, elle a été multipliée pour avoir bien cet ordre d'idée en tête. Hein, elle a été multipliée par 20 depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 1% de surface à 20% des surfaces viticoles qui sont bio. C'est le double de ce qui se passe dans l'agriculture en général, où seulement 10% de la superficie est en bio. Je crois que vous me confirmerez, Laure, c'est à peu près ça les chiffres. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une offre assez abondante, évidemment, de vins bio, avec des vins qui sont un petit peu plus chers enfin un peu plus chers, même assez sensiblement plus chers en moyenne que les vins conventionnels, 40 à 50% plus cher, et que donc dans un contexte de crise et d'inflation, il n'est pas très étonnant que le vin bio traverse une crise de croissance et passe par une forme de palier. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas une inquiétude majeure à avoir, mais il y a quand même des petits signaux d'alerte. Je vais en pointer 3 pour commencer ce débat. L'un, c'est qu'en 2022, dans la grande distribution, on a vu les volumes de vente de vin bio baisser plus fortement que ceux de vins conventionnels, moins 9% versus moins 5%. Alors, certes, la grande distribution, ça n'est que 30% des ventes globales de vins bio,
Mais c'est un signe qu'il faut quand même avoir en tête et qu'il faut regarder avec attention parce qu'il pourrait traduire un phénomène, comme on l'a vu ailleurs, de déconsommation un petit peu plus forte du vin bio. Deuxième facteur, c'est qu'il y a des labels relativement nouveaux, comme vin méthode nature ou sans sulfite, qui sont apparus depuis quelques années et qui, bizarrement, semblent susciter plus de confiance chez le consommateur que j'allais dire le bon vieux label AB. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays d'Europe, en Angleterre, mais c'est un peu marqué en France. Et puis enfin, on voit dans l'enquête faite par CSA pour ce salon Millésime Bio que si les consommateurs identifient bien les bénéfices du bio pour l'environnement, c'est un peu moins vrai pour la santé, et c'est moins vrai aussi, on en parlera peut-être lors de cette table ronde, pour la qualité des vins produits. C'est-à-dire qu'ils voient à peu près bien en quoi le bio a un impact positif sur la biodiversité, sur le climat, etc. Mais pour leur santé, c'est un tout petit peu moins marqué et manifestement, ils ne sont pas tout à fait majoritaires à considérer que les vins bio sont plutôt meilleurs que des vins qui ne sont pas bio. D'où cette question. Est-ce que nous avons suffisamment conscience de tous les bienfaits de la viticulture biologique? Et ça tombe très bien, puisque c'est le thème de notre débat. Voilà. Donc on va faire une première partie de débat autour de cette question-là. On va essayer de se mettre d'accord ou pas d'accord sur le diagnostic. Et puis dans un deuxième temps, on essaiera de discuter des solutions et donc de qui faut-il convaincre un peu plus et un peu mieux que ce qu'on a fait depuis quelques années des bienfaits du bio et surtout comment le faire. Est-ce que c'est le citoyen, est-ce que c'est le consommateur, est-ce que c'est le contribuable, et c'est un peu tout le monde évidemment, mais on détaillera ça tout à l'heure. Voilà, je voulais commencer, donc on va commencer si vous le voulez bien, par des interventions de chaque personne présente à cette table-là. Ensuite, on entamera le débat. Et puis, on passera après à la deuxième partie de notre réunion, de notre conversation, on va dire. Laure, est-ce que vous voulez démarrer peut-être sur cette question? Est-ce qu'on se rend bien compte? Alors, quand je dis « on », c'est pas nous. Hein. Enfin, quand je dis « on », c'est pas « on ». Quand je dis « nous », c'est pas nous. C'est nous au sens... c'est la société. Parce que nous, je crois qu'on a plutôt conscience. Laure. Des bienfaits du bio, donc. Oui. Oui. Alors, donc bonjour à tous. Juste pour vous contextualiser, l'agence bio est un groupement d'intérêt public, donc on est au service de l'intérêt général. Donc on n'est pas là pour vendre le bio, entre guillemets, on est juste là pour instruire le débat et faire en sorte que le citoyen, qui est aussi un consommateur et un contribuable, puisse faire des choix éclairés une fois qu'il est chez son caviste ou en rayon. Effectivement, on est aujourd'hui à un tournant historique du marché bio en général, qui est que jusqu'ici, on avait une situation de pénurie où il y avait presque trop de demandes et pas assez d'offres, et où nos producteurs ont mis des coups de collier absolument remarquables pour faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant d'importation, et voire même pour ce qui est de la filière viticole, qui se distingue en ça des autres filières bio, qu'elle soit contributrice à la balance commerciale extérieure de la France, puisque nous exportons 552 millions d'euros de vin par an, et on en importe même pas 3 millions. Donc on est vraiment contributeur le vin bio à la balance extérieure. Et nous, ce qui constitue cette année un peu tournant historique, c'est que pour la première fois, en fait, le label bio se retrouve avec une demande qui patine pour des raisons qui relèvent à la fois de la conjoncture. Il y a cette tension sur le pouvoir d'achat, il y a eu beaucoup de perturbations plutôt sur le marché alimentaire liées au conflit ukrainien, mais il y a surtout un problème structurel qui émerge. Il y a une perte de confiance dans le label
que l'on voit apparaître. Et il y a beaucoup de promesses qui sont du simili-bio et qui reprennent un bout de la promesse bio sans offrir un avantage général. Alors tout ça, loin de moi l'idée de critiquer des labels qui veulent œuvrer à la transition agroécologique qui est inexorable. En revanche, il ne vous a pas échappé qu'on est dans une course de vitesse, comme nous l'a dit le GIEC, et que pour cela, il faut qu'on privilégie des labels qui ont fait la preuve du vrai retour sur investissement collectif. Et pour ce qui est du bio, pour le coup, en France, on a vraiment un institut agronomique qui est le leader mondial, qui s'appelle INRAE. On a 300 chercheurs qui travaillent sur le métaprogramme bio pour justement évaluer les différents scénarios sur l'évolution ce qui se passe demain si vraiment on augmente ou pas le bio. Et il y a bien une chose que l'on sait, c'est que le bio est une consommation individuelle qui profite au collectif. C'est-à-dire que pour chaque euro consommé, il y a un vrai retour sur investissement qui nous bénéficie à tous. Si vous mangez bio, vous baissez ma facture d'eau. Si moi je mange bio, j'augmente la biodiversité. Nous créons tous de l'emploi en mangeant bio, puisque, rappelons-le, 13% des fermes sont en bio et elles génèrent 19% de l'emploi agricole. Donc, pour deux raisons d'ailleurs, pour votre culture générale, juste c'est parce qu'il n'y a pas que le fait de désherber à la main, il y a aussi le fait que le bio a une forte proportion à vendre en direct. Le bio est beaucoup moins dépendant aux gros circuits de distribution structurés tels que la grande distribution, par exemple. Donc, on a vraiment un enjeu qui est que le bio a un objectif de développement de ces surfaces. Le cap fixé par le gouvernement, c'est 18% des surfaces en bio. Et ça ne sert à rien de produire dans les champs si derrière, il n'y a pas une demande qui écluse, qui consomme cette production des champs. Donc, pour la première fois, le tournant historique du bio, c'est qu'il ne doit pas que se poser la question de développer son offre, et pour le coup, ça se développe tout seul en viticulture. Il doit aussi stimuler sa demande. Or, la demande, et je vous parlais de ce facteur structurel qui est le foisonnement de labels, c'est très bien, mais ça n'éduque pas sur le fond un consommateur. On a un consommateur qui, du coup, veut consommer pour l'environnement, pour sa santé, et qui se retrouve face à différentes promesses qui sont mises sur le même plan qu'un label d'État. Rappelons que le bio, c'est une caution de l'État, c'est un diplôme, c'est quasiment la plaque de cuivre qu'on a, c'est l'équivalent pour les médecins. Le bio, c'est le diplôme de la transition agroécologique. J'ai entendu parfois des gens me dire on peut faire la transition, mais le bio n'est pas le seul chemin. Certes, il y aura toutes sortes de développements, mais le bio est l'aiguillon et le fer de lance parce qu'il est celui dont on sait qu'il y a un vrai retour sur investissement chiffré. Donc, la situation historique dans laquelle on se trouve actuellement, c'est qu'il faudrait stimuler la demande de bio. Or, on a un déficit à la fois de l'information du citoyen et parfois de la désirabilité pour ce qui est du consommateur. Et on tombe sur quelque chose qu'on appelle le green gap, qui est que souvent, le consommateur est prêt à soutenir une forme d'agriculture. D'ailleurs, souvent, on le voit, on veut l'agriculteur bio en voisin. On n'aime pas trop avoir des gens qui pulvérisent des choses dont on ne sait pas ce qu'il y a dans les pendeurs. Mais une fois qu'on est dans le rayon, on ne va pas forcément choisir le produit bio. On veut le bio en voisin, mais pas forcément dans son chariot. Donc tout l'enjeu va être que le secteur bio se dote d'une voix pour pouvoir expliquer ses bienfaits et surtout rentrer dans le quotidien des consommateurs / citoyens pour pouvoir réduire cet écart entre le fait qu'on a besoin de bio dans les champs, mais qu'on a aussi besoin de l'écluser dans les villes. Merci Laure de ce première introduction à notre débat. Maintenant, je voulais passer à la parole peut-être à Kevin Boisset, parce que au fond, ce qui explique peut-être une forme de désaffection des consommateurs à l'égard du bio, est-ce que ça n'est pas une forme de bio-bashing auquel on a assisté depuis quelques années et qui s'est cristallisé, alors je vais être peut-être un tout petit peu caricatural, mais à peine, autour de l'utilisation du cuivre dans la viticulture. Est-ce que, alors vous verrez qu'il y a un remarquable cahier qui a été fait par les Échos que vous allez trouver sur ce salon, et dans lequel on a rendu compte d'études qui montrent que finalement c'est un faux problème, cette question de l'utilisation de sulfate de cuivre, d'abord parce que c'est à des doses qui n'ont rien de toxique, mais ensuite parce qu'il se dissout très, très largement dans 90% des sols sur lesquels ils sont utilisés. Mais est-ce que quand on est d'une certaine manière le responsable de la ressource en eau, est-ce que le bio
procure un avantage réel? Est-ce que le cuivre est à ce point un tel désagrément? Enfin, est-ce que ça mérite d'être autant dénigré, pointé du doigt? Alors, sujet compliqué, le cuivre. Mais non, pas pour l'eau, on va y venir. Non, bon, déjà, pour répondre globalement aux enjeux sur la ressource en eau, hein, la ressource, elle est gérée par les collectivités ou par des privés aussi. Nous, on est garant en tout cas, de mettre tout en œuvre pour la préserver au maximum. Hein. C'est le rôle de l'Agence de l'eau en tant qu'établissement public environnemental. Donc, protéger la ressource, la préserver. Et c'est vrai que dans cet enjeu, l'enjeu crucial pour l'Agence de l'eau, c'est les pesticides de synthèse. Hein. On va être très très clair sur la qualité de l'eau. Nos cours d'eau, on a seulement 45% des rivières en bon état. Donc ça veut dire qu'il y en a 65% qui ne le sont pas. Et parmi elles, à 50% dans les substances qu'on va retrouver, ce sont des pesticides de synthèse. Donc notre problématique, c'est avant tout des pesticides de synthèse, et en particulier des herbicides. Et si on doit en pointer un, le plus connu peut-être, le glyphosate et ses métabolites, qu'on va retrouver dans 8 analyses sur 10 dans nos cours d'eau. Donc notre problématique première, vous comprendrez bien que ce n'est pas le cuivre. En plus, si on rajoute une problématique eau potable, là on était dans les cours d'eau, les captages prioritaires, qui sont les captages les plus sensibles, qu'on va sélectionner dans des secteurs pour travailler, pour reconquérir la qualité de l'eau. On en a 76 sur les 4 départements littoraux d'Occitanie. Il y en a 74 qui sont classés pour cause de pesticides de synthèse. Et encore une fois, d'herbicides en grande majorité. Donc l'axe, il est très très clair pour nous pour préserver la ressource et dans notre politique d'intervention publique, c'est avant tout les herbicides. Le cuivre, c'est un sujet qui est évoqué depuis une longue date sur la bio. Pour nous, sur la qualité de l'eau, le cuivre agricole n'est à ce jour pas un sujet. Il y a pu avoir des pollutions industrielles au cuivre, etc. Mais la source agricole du cuivre ne fait pas l'objet de plans d'action et n'est pas une problématique. On en a retrouvé dans quelques captages prioritaires de façon très anecdotique et on est 50 ou 100 fois en dessous des normes acceptables. Donc c'est infinitésimal. Et donc en tant que acteur de préservation de la ressource en eau, l'investissement, et ça vient d'être dit par Laure Verneau, l'investissement dans la bio est un investissement sans aucun regret pour l'Agence de l'eau. Quand on investit et qu'on met des crédits sur l'agriculture bio, on sait qu'on diminue la pression sur les milieux. Ouais. C'est un fait indéniable. Hein. Et nous, à ce titre, on consacre... C'est un investissement rentable, du coup. C'est un investissement rentable. Parce qu'on ne dépollue pas ce qu'on n'a pas pollué, par définition. Par définition. Voilà. Et puis, par ailleurs, on peut regarder la dynamique du glyphosate. Le glyphosate a réduit, il y a un petit élan de réduction, de 16% sur les 6 dernières années. Dans le même temps, les surfaces en bio ont augmenté, vous l'avez très bien dit, d'1% par an. Et donc, on a augmenté sur cette période-là de 6% les surfaces en bio. À elle seule, la bio... Si on considère que les surfaces qui sont passées en bio n'ont plus d'utilisation de glyphosate, elle a contribué à elle seule à 30 ou 40% de la réduction du glyphosate, globalement. Seulement avec 6% de surface. Donc c'est colossal. En fait, la contribution environnementale de l'agriculture bio, elle est hyper significative et il n'y a pas d'état d'âme, en tout cas pour la problématique de l'eau, à financer le développement de l'agriculture bio. Est-ce qu'il y a pour vous une problématique liée à d'autres pesticides naturels, par exemple? On n'a pas sur les pesticides d'origine naturelle qui sont utilisés en agriculture biologique. À ce jour, on n'a pas de problématique identifiée. Donc c'est pas un axe de travail par rapport à ce. Alors après, on est dans l'émergence d'un développement de molécules et de solutions alternatives. Qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. On a énormément de produits de biocontrôle, etc., qui sont utilisés en agriculture biologique, mais pas que en agriculture biologique, qui contribuent aussi au reste de la transition agro-environnementale. Effectivement, l'objectif, c'est la bio, mais il y a beaucoup de viticulteurs qui utilisent aussi aujourd'hui des produits de biocontrôle ou des produits utilisables en bio. Est-ce que ça veut dire que quand vous trouvez, alors c'est une question naïve, mais quand vous détectez une présence de glyphosate dans de l'eau,
de l'eau de captage, c'est ça? Mmh. Est-ce qu'on est capable de l'enlever? Enfin, est-ce qu'on est capable de la dépolluer de ce glyphosate, ou totalement ou partiellement? On a des solutions, hein. Il existe des solutions, notamment le charbon actif, etc. Alors, le glyphosate n'est pas la première problématique aujourd'hui. On le retrouve beaucoup dans les cours d'eau. Il se dégrade quand même encore assez facilement, et donc dans les captages plus profonds, on ne le retrouve pas. Ce qu'on va retrouver majoritairement et qui contribue à la pollution d'aujourd'hui, ce sont les dérivés des triazines, en fait, hein, des molécules qui sont interdites depuis plus de 20 ans. Donc quand on travaille aujourd'hui aussi à réduire le glyphosate et les autres herbicides, on travaille à l'avenir aussi, parce que c'est des process très longs. Dans beaucoup de cas, on arrive avec du curatif à régler le problème pour apporter une eau potable au robinet. Ça coûte beaucoup plus cher que le préventif. Ouais. Et il y a certains cas où on est dans des impasses. Donc c'est quand même un réel problème, à la fois économique pour les collectivités, hein, qui doivent traiter l'eau, et aussi un problème de santé publique. Merci Kevin. Votre voisin de gauche, lui, alors évidemment, il est très intéressé à ce que cette ressource soit du mieux possible protégée, puisque vous la distribuez, vous êtes un exploitant d'une source d'eau. Est-ce que c'est pour ça que vous avez passé un accord? Je crois que il faut que vous nous expliquiez d'abord ce que vous faites avec la cave coopérative à côté de Vergès, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on est très intéressé au succès du bio. Et j'ai envie de dire, j'ai le paradoxe, hein, quand on voit historiquement des vignes, on pense tous au traitement, voire pesticides, voire autres, enfin plein de traitements. Et c'était aussi quelque chose qui m'a interpellé quand je suis arrivé sur Vergès, sur Périer. Mais très vite, mon team m'a montré ce qui a été réalisé avec la cave Héraclès. Hein. C'est quand même un partenariat qui a été créé. C'est la plus grande cave bio de France. Et il faut se mettre, j'ai envie de dire, dans le contexte. Donc Périer opère sur un territoire à peu près de 4000 hectares, hein, l'impluvium, et dont il y a à peu près 260 hectares de vignes. Donc, on avait tout intérêt à essayer de voir s'ils peuvent se regrouper et s'ils peuvent faire du bio pour vraiment protéger les nappes superficielles. Nous, Périer, on a des nappes très profondes, c'est un sujet, mais si on ne fait pas attention sur la partie superficielle, Périer existe depuis 160 ans et on aimerait encore voir Périer dans 160 ans. Donc, tout le sujet là, aujourd'hui, on discute des vignes. Après, nous, on voit d'autres sujets, mais qui sont problématiques. Donc, effectivement, pour moi, c'est le plus tranquillisant d'avoir des hectares de vignes autour de l'usine. C'est vraiment tranquillisant parce qu'on fait confiance au point bio, au respect des conditions bio. Et alors, pardon, c'est 260 hectares de vignes sur vos 4000 hectares. Ils sont tous en bio aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, non, ils ne sont pas tous en bio et c'est pas, les 260 hectares ne sont pas possédés ni de la cave Héraclès ni de nous-mêmes. Par contre, je pense, c'est la cave Héraclès qui peut parler elle-même. Ils sont à peu près 80 viticulteurs. Ils possèdent une grande partie de ces 260 hectares. De ces 260 hectares. Et je pense que ça a vraiment du mérite. Hein. C'est déjà une installation. Alors, on dit le bio plus cher. Bon, je ne vais pas rentrer dans la comparative du prix au litre, à la bouteille et tout ça, mais je pense que le succès de la cave Héraclès, c'est qu'ils font un vin bio, affordable, enfin à un prix correct, et je pense qu'ils ont une solidité financière du fait de la coopérative et de l'association. Peut-être pour un viticulteur seul, bio, peut-être le conseil, c'est vers des caves, vers des associations et vers des partenariats avec du privé ou du public pour effectivement qu'on travaille tous dans le même sens. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on travaille tous dans le même sens. Alors, il y a le sujet des
donc de non-traitement donc, de pesticides. Ouais, ouais. Après, il y a d'autres sujets, on les entendra après, sur les abeilles, sur Absolument, la biodiversité et tout ça. Donc, Perrier, nous, on est intéressés à toutes ces choses-là et tout ce qui touche autour de... qui peut protéger les sources Perrier, c'est bienvenu et on est prêt à soutenir. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour prendre la parole sur ce point-là. C'est très bien. Et donc, en quoi consiste précisément votre collaboration avec la cave Héraclès? Vous les financez? Vous financez le passage en... Enfin, vous les aidez à... Je pense l'appareil, il serait mieux pour répondre à cette question, mais j'ai envie de dire, donc, quand ils ont décidé ensemble de le faire, nous avons pu trouver des terres où ils puissent établir leur cave. Elle n'est pas loin de l'usine. D'autres choses, nous possédons personnellement, oui, un certain nombre d'hectares. Donc, nous avons signé des bails ruraux sur ce principe-là et dans la condition de bio. D'accord. Donc, toute l'histoire derrière ça, c'est d'arriver au bio en mettant des bails ruraux avec des éléments de protection environnementale. Donc en fait, c'est juste du fermage. C'est eux qui cultivent les terres. Que nous-mêmes soyons propriétaires ou non, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est qui les cultive et est-ce qu'ils utilisent des pesticides ou pas, ou est-ce qu'ils respectent la nature. Et voilà. D'accord, très bien. Vous voyez, le vin et l'eau sont extrêmement complémentaires. On le voit encore une fois. Je voudrais me tourner vers mes voisines de droite. On va commencer avec Anne-Charlotte Mess. Alors, on voit bien l'intérêt de la viticulture bio pour la vie des abeilles, pour la biodiversité. Ce qu'on voit moins bien, c'est l'intérêt des abeilles pour la vigne. Or, on constate que très fréquemment, assez fréquemment, c'est une démarche qui accompagne le passage au bio. C'est-à-dire que quand des viticulteurs passent au bio, ils mettent spontanément des ruches parce que ça fait partie, je pense, de leur projet global. Est-ce que c'est ça ? Non, alors non. Je vais me permettre de reprendre un peu la question parce que c'est pas vraiment dans ce sens-là que ça se passe et on pourra en reparler après avec Swazik de Bee Friendly. Mais déjà, le premier point, si on veut rebondir sur la question des produits de traitement, il faut savoir que l'abeille va aller butiner son environnement dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Mettez-le bien là. Bien, d'accord. Voilà. Et en fait, elle va ramener à la colonie du pollen et du nectar. Issu de son voyage. Ce pollen et ce nectar va être la source d'alimentation pour la colonie. Donc, ce qui fait que si elle est contaminée, les abeilles vont se contaminer. Donc, parmi les contaminants, on va avoir des insecticides. Donc, on comprend tout de suite que l'insecticide, ça a un effet sur l'insecte. Ça, généralement, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne s'imagine pas forcément que les fongicides aussi, et là, je ne parle pas du cuivre, je parle des fongicides de synthèse, ont également un effet très fort sur la colonie d'abeilles, et en particulier sur leur capacité à digérer le pollen, sur leur capacité de détoxification. Donc ça va les rendre plus sensibles aux autres stresseurs extérieurs. Et également, ça va impacter très fortement la fertilité des mâles et donc la capacité d'une reine à pondre et à entretenir une colonie pérenne. Donc il y a cette problématique-là. Et généralement, la vigne est considérée comme non butinée par les abeilles. Et quand je dis généralement, je parle pas que du grand public. C'est-à-dire que dans l'arrêté abeille, le nouvel arrêté qui donne les règles de traitement sur les cultures en fleurs, la vigne est cataloguée comme les cultures non attractives pour les abeilles. Dans les faits, les abeilles vont bien butiner les vignes. Il y a de la biblio qui date des années 1930 qui atteste de la présence d'abeilles sur les vignes. Il y a également de la biblio des années 60 qui ajoute qu'elles ne vont pas chercher du nectar, elles vont chercher du pollen. Et au sein du réseau ADAITSAP, donc Association de développement de l'apiculture et l'Institut technique de l'abeille, on a pu démontrer par des observations, des prélèvements de terrain, que le pollen de vigne pouvait constituer jusqu'à 93% des pollens rapportés à la colonie. Donc ça peut constituer l'essentiel de sa source de protéines, puisque le pollen... Est-ce que l'abeille est un pollinisateur de la vigne ? Non. La vigne n'a pas besoin. En fait, il y a des études qui ont montré...
Ouais, il y a des études qui ont montré que ça a augmenté la taille du grain. Maintenant, c'est des études qui sont assez anciennes, les variétés sont plus forcément les mêmes, et on note pas d'amélioration globale de la qualité du vin suite à une pollinisation par abeille. C'est pas là-dessus que l'entrée se trouve. Et l'abeille butine la vigne. Oui, tout à fait. Ah bon? Tout à Alors fait. moi, c'est la première fois que j'entends ça personnellement, mais bon. Je vous assure. Mais je suis non, sûre mais de moi. je vous crois sur parole, vous les connaissez mieux que moi. Mais, Voilà. Et donc la vigne est présente dans les vignes pour aller sur les fleurs de vigne, mais pas seulement. En dehors de la période de floraison, elles sont également très souvent présentes dans les vignes pour exploiter tout ce qui est flore d'interrang. La flore qui est présente aussi dans les tournières, les haies qui avoisinent les vignes, les jachères, etc. Donc toutes ces surfaces-là qui, en conventionnel, peuvent être contaminées. Alors la flore d'interrang, évidemment, mais également les haies à cause de la dérive. Et donc le fait d'être en bio et de ne pas avoir d'usage de pesticides de synthèse apporte un bienfait, effectivement, pour la qualité de la ressource, parce que la ressource doit être présente en continu sur la saison pour alimenter la colonie, et elle doit être aussi présente en termes de quantité, mais aussi de qualité. Et la qualité dépend des espèces qui sont butinées. Et c'est toujours plus favorable d'avoir une diversité d'espèces, ce qu'on observe plus. Ça, c'est les travaux de l'INRAE qui mettent en avant qu'il y a quand même une diversité florale qui est plus importante en milieu bio. Et enfin, ce qui est important, c'est aussi que cette ressource-là ne soit pas contaminée, puisque sinon la contamination va rester dans la colonie très longtemps via le stockage de l'aliments et via les cires. est-ce qu'on observe une corrélation entre une moindre mortalité des abeilles et un taux de vignoble bio par région, par exemple? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que la mortalité Ou par sous-région, des abeilles, c'est plus complexe que ça. Là, j'ai pas en tête de données scientifiques qui pourraient attester ça de façon radicale, sachant que ce qui est aussi important, c'est la présence de la ressource. C'est-à-dire que le problème en milieu monoculture, dont la monoculture de vigne, avec travail de l'interrang, l'abeille va juste pas avoir possibilité de s'alimenter. Donc en fait, on peut pas avoir de colonies. Les apiculteurs ne vont pas laisser leurs ruches dans des milieux qui sont extrêmement pauvres en diversité florale. D'accord. Soisy Guimier, vous êtes donc en charge. Enfin, vous êtes la porte-parole en quelque sorte de l'association Bee Friendly, c'est ça? Votre métier, c'est quoi? C'est de décerner un label, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Oui, donc moi je travaille pour le label Bee Friendly. C'est un label en fait qui a été créé par des syndicats d'apiculteurs il y a quasiment 10 ans. Et en fait, donc moi je suis chargée d'accompagner les vignerons en particulier et les producteurs en culture annuelle qui ont envie d'avoir ce label. Et pourquoi ce label a été créé? Parce que c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup de labels et on s'y perd un petit peu. Ce label, en fait, ça a été fait pour réconcilier agriculteurs et apiculteurs. Nous, on a bien été créé par des apiculteurs qui constatent, en fait, depuis des années qu'il y a des taux de mortalité énormes de leurs colonies. Et donc, une des causes de ces mortalités d'abeilles, c'est l'agriculture intensive. C'est pas que ça, mais c'est quand même une des causes importantes, et dont l'utilisation trop importante de pesticides. Et donc, nous, on travaille au sein du label avec le monde agricole pour limiter l'exposition des abeilles aux pesticides et pour que les abeilles aient aussi plus de ressources florales, comme disait Anne-Charlotte, pour mieux se nourrir. Donc voilà, nos axes de travail. Et donc moi, j'accompagne les vignerons pour réussir la labellisation. Et concrètement, vous intervenez beaucoup auprès de vignerons bio, évidemment. Est-ce que vous pouvez être amené à intervenir auprès de vignerons conventionnels? Oui. Oui, aussi? Ouais. Ah ouais. Alors en fait, nous, on accompagne des vignerons qui sont bio et conventionnels. Ça, c'est moitié-moitié en fait, parmi tous les vignerons qu'on accompagne. Donc il y a quand même beaucoup de vignerons bio, et ça veut dire qu'ils se posent aussi des questions sur comment ils peuvent aller plus loin pour protéger les abeilles. Sachant que ce qu'on sait, c'est qu'un vigneron qui est déjà bio, ça veut dire qu'il va limiter les risques pour les abeilles,
Déjà parce qu'il utilise beaucoup moins de produits qu'un vigneron qui est en conventionnel. On sait qu'en bio, il y a à peu près 30 molécules autorisées contre plus de 300 en conventionnel. Donc ça limite l'effet cocktail pour les abeilles, ça c'est super important. Et en plus, les molécules utilisées en bio sont en général beaucoup moins toxiques pour les abeilles. Donc ça fait déjà de base un environnement intéressant. Quoi. Voilà. Je vais poser une question horrible. Oui. À Anne-Charlotte Mess peut-être. Mais est-ce que, bon, j'y crois pas du tout, hein, mais je la pose quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme chez les vignerons bio, on met des ruches, on met quelques ruches parce que ça fait bien. On se dit tiens, ben, c'est le signe visible de ce qu'on est en bio. On aime la nature, les abeilles reviennent, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté marketing? Mais nous, on n'encourage pas du tout les vignerons à avoir, enfin, sauf s'ils veulent et ça les intéresse, mais on ne va pas leur dire c'est bien de mettre des ruches. Non, il n'y a aucun intérêt à les mettre des ruches, sachant qu'en plus l'apiculture, c'est quand même un métier qui est très technique, qui demande beaucoup de connaissances, de les suivre, de suivre les colonies, et il faut être prêt à y mettre le temps. Donc on encourage plutôt en fait à aller vers du partenariat apiculteur-agriculteur, et en l'occurrence apiculteur-viticulteur, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment constructif, et c'est quelque chose aussi que préconise le label Bee Friendly, en fait, de se mettre en relation avec les apiculteurs, de dialoguer, d'échanger, de voir quelles sont les contraintes des uns et des autres, pour que l'un et l'autre se respectent et travaillent ensemble. Et on organise aussi à l'ADA Occitanie des journées de rencontres, justement, qu'on appelle la journée Api Agri, rencontre Api Agri, où on va faire intervenir éventuellement des GI2E qui travaillent sur l'enherbement, qui travaillent sur différents aspects en fait sur la vie du sol, où il va y avoir des externalités positives aussi pour l'abeille et les pollinisateurs plus largement. Mais avoir des ruches, effectivement, il n'y a aucun intérêt écologique à aller mettre des ruches dans les vignobles, si ce n'est que si les ruches vont bien, si un apiculteur continue de venir sur un vignoble, c'est que ça se passe bien. L'apiculteur, il ne vient pas mettre des ruches et elles n'ont rien à manger si la ressource elle est contaminée. Donc, le fait qu'il y ait une relation apiculteur-apicultrice avec un viticulteur-viticultrice, c'est généralement signe de bon état écologique du milieu. Est-ce que le label Bee Friendly, il est décerné il est contrôlé chaque année, il est délivré chaque année? C'est un peu comme pour EcoCert, par exemple. Vous inspectez chaque année, C'est ça, en fait, chaque exploitation qui veut être labellisée Bee Friendly est contrôlée tous les ans, donc comme c'est la même fréquence que pour le label bio, quoi, c'est pareil. Et qu'est-ce que ça apporte, le label ? Alors, ce que ça apporte, ça apporte en fait une visibilité supplémentaire sur les bonnes pratiques que font les agriculteurs. L'abeille, c'est quand même un animal, enfin un insecte qui est parlant pour le grand public et en fait qui bénéficie d'une très bonne image, et du coup ça permet d'expliquer assez facilement des pratiques qui sont faites par les exploitations. Donc voilà, il y a une image très importante. Et après oui, juste pour compléter tout à l'heure, c'est vrai que tous les vignerons qui sont Bee Friendly n'ont pas de ruche, enfin c'est pas une obligation dans le référentiel, et non, c'est pas une obligation. Parce que voilà, comme tu disais, c'est pas parce qu'on a des ruches que forcément on a des pratiques bien meilleures. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça les sensibilise à des meilleures pratiques, parce que voilà, il y a un échange avec l'apiculteur qui est fait, donc ils se rendent un peu compte des effets de leurs pratiques, mais c'est pas une obligation. Voilà. D'accord. Très bien. Et est-ce que on observe depuis quelques années, avec le développement du bio, par exemple, une diversification des variétés d'abeilles? Est-ce que la population générale d'abord augmente, et est-ce que ça se diversifie? Non, enfin après il y a deux choses. Il y a les abeilles mellifères qui sont des animaux d'élevage, donc qui sont pas les seules abeilles certes, mais qui sont intéressantes parce que comme on les suit, on peut vraiment voir la mortalité, parce que sur les abeilles sauvages, on n'a pas forcément un état initial, donc c'est dur de savoir est-ce que les pratiques ont changé. Maintenant, on ne peut pas parler de diversification du coup, parce que l'abeille mellifère qui est utilisée en Europe, c'est Apis mellifera. Donc après, il y a des races ou sous-espèces qui existent, mais ça, c'est plus le travail de l'apiculteur qui va croiser des lignées. Enfin, c'est un éleveur, en fait, donc il va sélectionner des individus qui vont
répondre à ces besoins de douceur, ce qui est très important quand on met des ruches en milieu agricole, que les ouvriers agricoles, les ouvrières agricoles ne se fassent pas attaquer. Donc il y a cette notion-là qui est importante, mais c'est plus une pression de sélection appliquée par l'apiculteur ou l'apicultrice. Donc sur la douceur, sur la récolte de miel, sur la propolisation, sur un certain nombre de critères. C'est pas le milieu qui spontanément va en quelques générations modifier la génétique de l'abeille. D'accord. Merci. Laure Verdeau, vous avez dit tout à l'heure une chose passionnante, entre autres, vous avez dit, le viticulteur bio, on aime bien l'avoir comme voisin, mais on ne le met pas dans son chariot. Pourquoi, en fait? C'est-à-dire, d'une autre manière de poser cette question, c'est comment on fait pour réconcilier mon intérêt individuel avec un intérêt collectif? Comment est-ce qu'on résout une question de schizophrénie Bah ouais, c'est à peu près ça. Ça marche ou pas? J'ai pas l'impression qu'il marche très fort. Ouais. On est en petit comité, ça va? Non, ok. Oui, Valérie, promis. Oui, alors les sociologues appellent ça le green gap. Comment ça se fait qu'on soit schizophrène et qu'on soit d'accord pour consommer des produits dont on sait qu'il a fallu à un moment sacrifier à des contraintes environnementales, et de l'autre, vouloir en tant que citoyen avoir un voisin en bio. Alors je vous dis ça parce qu'il faut bien se contextualiser qu'en France, on a 10% des surfaces en bio et 90% en pas bio. Et nous, Agence Bio, on a au rang de toutes nos missions, on a d'autres missions que celle de venir faire la promotion du bio. On a aussi celle d'éditer des chiffres et d'ailleurs de financer les caves comme Héraclès, puisque Héraclès fait partie des lauréats de notre Fonds Avenir Bio. Parce que ça ne suffit pas que de dire on veut des grains de raisin bio, encore faut-il des cuves pour les vinifier. Et c'est là que nous intervenons. Bref, donc, tout ça pour dire qu'on a effectivement ce green gap entre consommateurs et citoyens. Et nous, on le voit, puisque dans nos outils qu'on propose à destination du grand public, et j'en profite pour faire une page de pub pour Carte Bio. Là encore, j'ai rien à gagner, c'est purement de l'information citoyenne. Nous avons donc sur notre site cet outil qui permet de géographiquement localiser les parcelles cultivées en bio. Et donc c'est un outil qui sert pour les élus, pour les SAFER, etc. Et on a eu une grande surprise, qui est qu'au dernier salon des maires, on a mis des bornes à destination en disant voilà, carte bio, regardez, on peut géolocaliser les cultures, etc. Et on a vu absolument tous les passants, ça a été presque ce qui a attiré le plus, regarder et dire ah alors attends, ma grand-mère elle est où? Elle est non mais elle est entourée de pas bio. Et donc effectivement on a cette espèce de dissonance cognitive qui ne pourrait se réduire que par une meilleure information, puisqu'on a remarqué que par exemple des jeunes auditeurs de EcoCert qui rentrent chez EcoCert, par exemple Bureau Veritas, j'ai pas de religion en la matière, ont donc un salaire de junior au début de la grille de salaire. Au début, ils ne mangent pas forcément bio. Et pourtant, plus ils vont aller auditer chaque jour, puisqu'il y a quand même 121 000 contrôles du bio par an, chaque jour, ils vont donc aller auditer des agriculteurs bio, des viticulteurs bio, qui vont leur expliquer leurs pratiques. Et là, progressivement, ils vont se mettre à mettre plus de bio dans leur chariot. Donc, c'est bien la preuve que mécaniquement, plus vous augmentez l'information du citoyen, plus vous augmentez l'appétence du consommateur. Donc la première question est quel est le degré d'information du citoyen? Quels sont les dispositifs publics d'information? On a tous, quand on veut informer le citoyen, quand on veut lui dire du jour au lendemain qu'il faut absolument mettre un masque et se laver les mains au gel hydroalcoolique, on trouve des endroits où afficher ces messages-là. Là, la question, c'est où est-ce qu'on va mettre des messages pour expliquer que, quitte à choisir du vin, autant le choisir bio. Et là encore, une fois de plus, j'ai pas de bonus en fin d'année que le bio se vende ou pas. Moi, mon enjeu, c'est simplement qu'on puisse tenir nos objectifs de 18% de surface de bio et que nos enfants mangent plus de bio. Mettez bien le micro devant. Là. Devant comme ça. Voilà, sur le menton. Devant. Et donc tout l'enjeu va être à la fois l'éduquer en formation initiale, puisque actuellement on peut faire toute une scolarité sans jamais vraiment traiter de l'agriculture. Ouais. Et là encore, je ne parle pas de l'agriculture bio spécifiquement, mais c'est important de resituer l'agriculture. Ça fait quand même 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Bon, bio, au passage. Ça fait 100 ans qu'on en fait de la pas bio. Mais c'est important d'avoir dans la culture générale ce qu'est l'agriculture, qui est en plus une matière très technique. Et donc, nos populations qui sont majoritairement urbaines ont besoin, premièrement, d'être éduquées. Et ensuite, les citoyens, dans leur vie quotidienne, ont besoin d'être informés sur les différentes pratiques. Et je pense que c'est qu'à ce prix qu'on pourra résoudre ce fameux green gap entre le consommateur et le citoyen, afin qu'il puisse faire des arbitrages, il puisse, et puis surtout, il ait envie de faire des arbitrages budgétaires en faveur de la transition. Et là encore, je ne parle pas des 10 millions de foyers qui sont en précarité alimentaire, je parle de 58 millions de Français qui peuvent décider de mettre 1 euro
dans un label ou un autre. Mais c'est vrai que cette question de l'information et de la pédagogie sur les pratiques bio, enfin, on en parlera ensemble dans un instant, mais elle me paraît majeure. Par exemple, il faut apprendre aux gens que tout pulvérisateur ne pulvérise pas de produits de synthèse. On a l'impression que les vignerons bio passent leur sulfate, bouillie bordelaise avec une combinaison des pieds à la tête et habillé comme un cosmonaute. Mais tout le monde est convaincu, enfin 90% de la population qui vit dans cet environnement-là est convaincu qu'ils passent des abominables produits de synthèse. Non ? Oui, alors là encore, il y a un bagage de culture générale qui nous fait cruellement défaut. Moi-même, j'ai mis du temps à mettre le doigt sur où s'arrêtait le synthèse et où commençait le naturel. Puisqu'il y a beaucoup de détracteurs qui vous disent « Oui, mais le sulfate de cuivre, c'est pas naturel. Il n'y a pas des mines de bouillie bordelaise, que je sache. » Et donc la question se pose de « Ah oui, où commencent ces substances qu'on socialement on accepte et où s'arrête, où commence la chimie synthétique. » Et donc on a exactement le même problème en viticulture, en agrumes. Vous savez, en agrumes, pour protéger les agrumes, on met de la paraffine. Ou pour les olives, on projette de l'argile. Donc, qui sont d'ailleurs lessivés sans aucun dommage naturel. Et donc là encore, il y a un enjeu d'éducation en disant déjà l'impact environnemental d'une production. Quand on voit un tracteur qui est en train d'épandre, souvent le premier biais du grand public, c'est de dire oui, mais plus on passe le tracteur et plus ça pollue. Plus ça pollue, oui, c'est ça. Or, c'est faux, puisque l'impact d'un tracteur, il est effectivement dans l'épandage, dans la nature du produit qu'on va épandre culture à 90%. C'est que 10% dans le réservoir de gaz. Ah ouais. Donc oui, et c'est exactement la même chose que quand je fais un parallélisme avec moi, l'objection que je rencontre toujours, on me dit non, mais moi je mange pas bio parce que je préfère manger quelque chose de pas bio qui vient d'ici plutôt que du bio qui vient de loin. Alors ça, c'est le grand procès. On dirait que les produits bio ont des miles au compteur. En fait, là encore, rappelons que l'impact environnemental d'un aliment, et si Sabine Bonneau avait été là pour nous faire un petit brief sur le Planet Score, l'impact environnemental d'un aliment, c'est à 90% son mode de production. C'est les choix de l'agriculteur et du viticulteur. Et ce n'est que 10% le transport. Donc quand on veut du local, parfois au détriment d'un examen des modes de production, on est un peu à contresens sur l'autoroute de la transition agroécologique. Très important de rappeler ça. Et alors, moi, je lis pour justement nourrir un peu le débat. Enfin, à moins que vous vouliez intervenir, Kevin, peut-être parce que en fait, je voyais que vous opiniez. Non, mais il y a un élément qui est important, c'est qu'on a passé les 15 dernières années à essayer de convaincre les agriculteurs. Et je crois que c'est important de dire qu'ils y sont allés et qu'on est à 21% de viticulture bio ici maintenant. Et donc maintenant, il va falloir mettre la même énergie pour convaincre les consommateurs. Et on a été timide là, sur les 5 dernières années, on a été très timide parce que mettre trop en avant le bio, c'était dénigrer le reste de l'agriculture. Enfin, il y a eu tous ces éléments de langage. Il y a eu un peu présents, de ça, sans doute, voilà. C'est vrai. Ouais. Et là, on arrive à un moment où ça y est, les agriculteurs ont répondu, en tout cas les viticulteurs ont répondu. Et maintenant, c'est la demande qui n'est plus au rendez-vous. Temporairement, hein, on espère tous que c'est très passager. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un accent à mettre là, sans timidité, sur la promotion du bio et rappeler les fondamentaux qu'on a rappelés aujourd'hui. D'accord. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Alors, je lis une page de ce sondage CSA pour millésime bio. Et je vois que dans les 89% je crois de gens qui connaissent et qui savent ce qu'il y a derrière le label AB, il y en a 69% qui considèrent que c'est... Alors là, je parle France, Allemagne, Belgique et Angleterre, Royaume-Uni. Il y en a 69% qui considèrent que c'est bon pour l'environnement et que 53% qui considèrent que c'est bon pour la santé du consommateur et 50% pour les qualités organoleptiques du vin. Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, est-ce que je lis bien ? Non. Alors, non, je ne conteste pas ça, mais ce qui est, nous, on fait à peu près le même sondage. Ce qui m'étonne, c'est que chaque année, l'agence bio aussi interroge 4000 Français représentatifs sur leur rapport au bio. Et
ce chiffre, on dirait que c'est celui plutôt des millennials. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, l'immense majorité des répondants nous disaient « moi, je mange bio pour ma santé ». Ce qui est d'ailleurs une caractéristique des Français. C'est aussi parce que c'est une étude, à mon avis, européenne. Peut-être. Parce que le Français consomme bio. Le profil type, c'est soit il est dans la catégorie des boomers, il a peur du cancer, il consomme bio. C'est sa perception. Soit il est jeune, et auquel cas, donc à 68%, il va consommer bio pour le climat. Il associe, c'est la génération Greta Thunberg qui associe bio et climat. En revanche, là, peut-être que ce qui panache ce chiffre et qui fait qu'il est différent de nos chiffres français, c'est que, à l'inverse, les Allemands, eux, ont majoritairement, et je pense que c'est lié au protestantisme ou lié à la façon dont le bio a démarré chez eux, associent consommation bio et bienfaits environnementaux avant même de mettre en question le rapport entre bio et santé individuelle. Donc on est effectivement, on a des points de convergence, mais nous, ce qui a été vraiment très frappant, c'est le contraste entre boomer et génération Greta Thunberg qui, trouve que le bio, c'est le sens de l'histoire, mais pas pour les mêmes raisons. Très intéressant. Je voudrais qu'avant de passer à la deuxième partie de notre débat, on ait une première session de questions sur ce dont on vient de parler, c'est-à-dire est-ce qu'on a effectivement assez conscience des bienfaits du bio. Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle, mais sinon, n'hésitez pas à intervenir, monsieur, qui lève la main. Très bien. Biologique pour la qualité de l'eau, pour l'environnement, pour la biodiversité, etc. Est-ce qu'on envisage peut-être à court terme, moyen terme, de rendre la culture biologique obligatoire? Je ne crois pas, mais... Quelles sont les subventions? Est-ce que l'agriculture conventionnelle est-elle aujourd'hui encore, comme je le crois, mieux subventionnée que la bio, ce qui paraît complètement aberrant? C'est la suite de ma question. Alors, avant toute chose, je vais faire une page de pub pour la Cour des comptes, qui a publié un rapport le 30 juin dernier sur les bienfaits de l'agriculture biologique et le degré d'engagement et d'investissement qu'il est nécessaire de mettre en face de nos objectifs. En l'état actuel, que dit la loi? Donc la PAC, le Green Deal, From Farm to Fork, dit on vise 30% de bio, et indépendamment, on a des objectifs cousins qui sont de réduire nos pesticides de 50% et nos engrais azotés, qui ne sont donc interdits en bio, de 25% d'ici 2030. Ça, c'est le cadre européen. La France, ensuite, il y a eu une sorte de renationalisation de la PAC, puisque chaque pays a rendu une copie qui s'appelait le plan stratégique national en disant voilà, nous, on se positionne. Ce qu'a dit la France, nous, on vise 18% de terres en bio d'ici 2030. En réalité, ce qu'on a de spécifique, nous, en France, en soutien en bio, donc on a effectivement un crédit d'impôt qui est cumulable avec les aides PAC. Et ensuite, on a surtout... La question, ce n'est pas de stimuler, de donner des stimulants à l'offre, comme je vous le disais, puisque là, notre enjeu, c'est que ce soit la demande qui tire le marché. C'est toujours le consommateur qui a raison et qui peut orienter les choix. En attendant qu'il voit qu'il y ait une épiphanie et qu'il revienne massivement au bio, comme on espère qu'il le fera, il y a un dispositif spécifique en France qui est la loi Egalim. Alors, ça ne concerne pas la viticulture, puisque c'est majoritairement dans les écoles, mais en gros qui édicte notamment un quota de 20% dans l'assiette de la restauration publique. Et là, on voit que la commande publique est un puissant levier. En revanche, sur la question de la viticulture et la question notamment de la promotion de la consommation d'alcool, c'est différent. Là, on pourra difficilement décréter des quotas. En revanche, il y a tout un enjeu d'éducation, et là, je pense à tous les lycées hôteliers, à toutes les écoles de sommellerie, à tous les lycées agricoles, pour pouvoir promouvoir le bio. Moi, ce que je suis absolument frappée, qu'en France, qui est le pays qui a inventé le restaurant, 176 000 restaurants, dont la plupart servent de l'alcool, achètent moins de 2% de bio, mais ces 2%, ils sont essentiellement liés à la carte des vins. Or, quand vous ouvrez une carte des vins, c'est assez rarement valorisé le logo. Et on nous dit, effectivement, c'est ce que disait Kevin, c'est que mettre en valeur le bio, on dirait que c'est comme si ça dévalorisait le reste. Or non, comme je vous le disais, le bio est un fer de lance de la transition alimentaire. C'est un aiguillon aussi, parce qu'il vous invite à changer vos pratiques, à changer vos réflexions. Je vous parlais de ce jeune auditeur EcoCert qui, sans avoir augmentation de salaire, pourtant lui augmente sa consommation de bio. Le bio, à partir du moment où on le comprend,
Et on ne peut pas avoir une information suffisante et être doté d'informations sur le bio sans pour autant se dire que c'est le sens de l'histoire. Et donc tout l'enjeu, c'est que effectivement tout le monde sent, il y a cette espèce de co-anxiété qui manque, tout le monde sent qu'il va falloir changer ses usages et sa consommation pour soutenir la transition qui est en cours. Tout l'enjeu, c'est de savoir où orienter ces quelques euros que les consommateurs vont être prêts à mettre dans leurs arbitrages. Et une fois de plus, on retombe toujours sur la question de l'information. Et là, je parle même pas, il n'y a même pas la question de la loi E20 ou de montrer de la consommation de l'alcool. Il y a à la limite montrer les coulisses, montrer les champs, les vignes. Ici en Occitanie, on a des gens qui sont à la fois pratiquant l'agriculture de conservation des sols et l'agriculture bio, donc l'ABC, l'agriculture bio de conservation des sols, qui est une espèce de performance. Parce que rappelons aussi que nos agriculteurs bio, ce sont des geeks. On a souvent l'image d'un bio-passéiste un peu amiche. Pour être bio et être performant, il faut être un ultra pointu en technique agronomique. Et donc là, si vous voulez rajouter encore une difficulté, vous rajoutez l'agriculture de conservation des sols, les bandes enherbées, etc. Et là, vraiment, on a ce que l'excellence agricole dans laquelle peut se prévaloir la France, pas que sur le plan viticole, puisque en étant première nation productrice de bio à l'échelle européenne, on peut pousser un grand cocorico bio, indépendamment des arbitrages que vous pointez. Mais ce qui n'est pas faux, c'est que effectivement, je crois que le vigneron bio n'est pas plus aidé par la puissance publique en France que le vigneron conventionnel. Si ce n'est que dans les départements, il y a un certain nombre d'aides à l'investissement qui sont liées maintenant Alors, je ne suis pas directrice de l'agence PAC, hein, mais en revanche, l'arbitrage qui a été rendu par Marc Fesneau, c'est 30 € de plus de bonification par hectare. À l'hectare. Voilà, en bio. D'accord. Pour compléter sur les aides et sur le caractère obligatoire, néanmoins l'obligation de l'arrêt des pesticides peut intervenir sur des territoires au titre de la protection de l'eau potable. Donc c'est quand même des leviers dont la puissance publique dispose, très localement évidemment, mais ça fait partie malgré tout des leviers ça se fait qui ou pas existent. Ça se fait, oui. Ouais, non, ça se fait, mais bon, voilà, ça se fait avec parcimonie. Ouais. Mais globalement, ça existe et c'est un levier, qu'il est possible d'activer. Et sur des territoires où, par exemple, on est sur des captages prioritaires depuis de très nombreuses années et on constate toujours des échecs, c'est des questions qui se posent de plus en plus. Après, évidemment, la puissance publique est toujours un peu frileuse là-dessus, mais c'est néanmoins possible. Par rapport aux aides sur la bio, pour la viticulture bio, la viticulture c'est un peu particulier parce que la viticulture historiquement n'a pas d'aide surfacique, n'a jamais revendiqué ou très peu d'avoir des aides surfaciques comme le reste de l'agriculture. Néanmoins, il y a les aides à la conversion quand même en bio qui sont conséquentes, qui sont à 350 € l'hectare, donc qui sont vraiment significatives et qui ont incité quand même malgré tout. Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que localement, il y a des dispositifs régionaux dans le cadre des déclinaisons de la PAC du second pilier, son volet environnemental en fait, et sur les aides aux investissements notamment pour encourager le désherbage mécanique et donc après la transition en bio, pour les bio et les non bio. On a systématiquement, en tout cas en région Occitanie, attribué des bonus en fait, pour les viticulteurs bio. En fait, les viticulteurs en conventionnel avaient une aide de 40% pour investir dans un intercept et les viticulteurs bio étaient à 60% et s'ils étaient JA, ils montaient à 70%. Voilà, donc il y avait quand même ce type de bonus et donc il y a quand même une incitation plus forte. La région là, dans le nouveau pacte qu'on vient d'acter sur la bio, a choisi de maintenir les aides au maintien en 2023. Elle devait s'arrêter, mais vu les difficultés, elle a choisi de maintenir les aides au maintien. Donc c'est un effort encore supplémentaire. Voilà. Et l'Agence de l'eau est un contributeur indirect et on cofinance tous ces dispositifs-là. Merci monsieur. Je crois que vous vouliez reparler encore une fois. Allez-y. Non mais avec plaisir. Puisque Mme Verdot disait qu'il fallait voir la chose du côté du consommateur. Alors je suis consommateur et puis j'entends régulièrement des études et je vois de l'alcool bashing si vous voulez. Et puis j'ai l'impression qu'on met tous les alcools dans le même sac, que ce soit des alcools distillés, que ce soit de la bière, que ce soit du vin. C'est déjà une première chose qui me choque. Et la deuxième chose qui me choque, c'est qu'on ne fait jamais la distinction entre un vin bio et un vin conventionnel. Je ne sais pas, si on creuse un peu, je crois qu'il y a des choses qu'on commence à comprendre aujourd'hui.
vous avez des produits systémiques qui rentrent dans la plante et qui vont soigner la plante à la place. Ce n'est pas la plante qui se défend, donc il va y avoir moins de production d'antioxydants, si je comprends bien le résultat de certains travaux. Et donc, la composition même du raisin avec lequel on va faire du vin, ça, c'est valable aussi pour d'autres productions fruitières ou légumières, la composition de la production végétale n'est pas la même. Donc, d'ailleurs, on le voit, un vin qui est produit, on parlait de sans sulfite tout à l'heure, un vin qui est produit sans sulfite avec un raisin conventionnel ou avec un raisin produit de l'agriculture biologique, ce n'est pas la même chose. Pratiquement l'énologie interventionniste est venue compenser la dégradation de la qualité de l'agriculture à partir du moment où on s'est mis à mettre des engrais, à labourer profond, etc. Il y a eu le phytosanitaire, ce qui est venu équilibrer les déséquilibres faits par l'homme. Mais donc aujourd'hui, on est avec des produits qui sont quand même, je pense, assez différents quant à leur composition et quant à leur effet éventuellement sur la santé humaine. On se rapproche de nouveau peut-être de ce que disait Pasteur au XIXe siècle sur la qualité du vin, de la plus saine des boissons, quelque chose qu'on a petit à petit oublié parce que voilà, on s'est mis à produire du raisin comme on s'est mis à produire d'autres productions végétales d'une façon plus, on dit aujourd'hui conventionnelle, mais plus industrielle, avec des engrais, avec des phytosanitaires. Je pense que l'an prochain, il faut inviter un représentant de santé voilà, publique. Exactement. Oui, j'espère qu'on pourra aller jusque-là, mais jusqu'à dire que le vin bio est un peu meilleur pour la santé que le vin conventionnel ou un peu moins mauvais, mais j'en suis pas tout à fait sûr aujourd'hui. Oui, mais voilà, mais j'en suis pas tout à fait certain, Alors, malheureusement. juste à titre informatif, en France, on a depuis 1964 l'INSERM, qui est donc un institut de recherche sur la santé publique. Et eux ont suivi pendant plus de 10 ans, plus de 170 000 Français sur leur mode de consommation. Actuellement, on ne sait pas, on n'a pas fait d'études comparatives en faisant manger ou boire bio une cohorte de cobayes versus une cohorte qui mangerait non bio. Donc il n'y a pas d'études à régime équivalent. En revanche, il y a un faisceau d'indices sur le fait que intégrer du bio dans son alimentation et dans son verre induit des changements de comportement, des changements de mix de son menu, des changements même, il y a une prévalence de, quand vous mangez plus bio, vous avez tendance à faire plus de sport, qui montre les différences de santé en fonction de votre taux de bio dans votre assiette et dans votre verre. Donc je vous invite à prendre connaissance de cette cohorte Nutrinet. Et Denis Léron, chercheur émérite de l'EMSERM, a publié justement un ouvrage sur la question qui répond à tous les points que vous venez d'évoquer. D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais, parce que comme l'heure tourne, qu'on passe assez rapidement à la deuxième partie de notre discussion. Donc, comment convaincre, enfin, qui convaincre d'abord et comment le faire? On a beaucoup parlé consommateur, évidemment, parce que c'est le plus immédiat, c'est le plus évident. On va rester dessus peut-être un peu. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une forme de décrochage dans l'appréciation que le consommateur fait des bienfaits du vin bio ces toutes dernières années, c'est-à-dire au fond, mais comme sur le reste de l'alimentation bio, hein, parce qu'il y a eu une forme mais qu'on explique difficilement, mais qu'on a vu sur le lait aussi. Il y a eu un décrochage de la consommation de lait bio, probablement lié au fait de lait tout court, hein. De lait tout court. Oui. Ouais, mais plus fortement du bio. Pourquoi ? Oui, plus fortement. Alors, le phénomène du lait, il est lié notamment au fait qu'on prend moins de petits déjeuners, qu'il y a des laits végétaux qui sont en concurrence. Et quand on parle de lait, qui est un indicateur qui est le lait de vache, en général, on oublie de dire qu'il y a un effet de substitution avec d'autres animaux qui sont chèvres et brebis. Concernant le décrochage, effectivement, il y a eu... En fait, le bio a conquis des convaincus qui étaient quasiment... déjà plus autodidactes en bio et qui avaient un degré de formation, qui s'auto-formaient, ils s'informaient tout seuls, qui font qu'actuellement, nous, Agence Bio, c'est pas une cible à laquelle on s'adresse. C'est-à-dire que sur 100 Français, vous allez en avoir 15 qui sont des consommateurs de bio réguliers, ils se connaissent tellement bien le bio que nous, Agence Bio, on n'a rien à leur apporter. Ensuite, vous en avez 10, chaque année, c'est toujours la même chose dans les sondages, il y en a 10 qui disent du bio, moi, jamais. Ceux-là, on leur fiche la paix. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de conquérir. Oui, on va pas aller les embêter, pas de problème. En revanche, ça fait toute une population entre les deux
qui est un peu indifférente, voire un peu sceptique, et donc qui doit être ramenée sur le chemin d'une consommation qui nous profite à tous. Pour ce qui est du lait, Ouais. on a tous le slogan les produits laitiers, des sensations pures, les produits laitiers, nos amis pour la vie. Ça a tellement bien marché qu'on mange 7 fois plus de yaourts que la moyenne européenne. Bon, bah, si demain on veut devenir la première nation consommatrice de vin bio, c'est pas compliqué. Il faudrait faire Il pareil. faut expliquer les coulisses de la production bio, tout en respectant bien sûr la loi E20. Alors, il y a quand même un phénomène propre au vin bio, c'est que depuis quelques années, on a vu fleurir toute une série de labels qui ressemblent au bio, qui ne sont pas bio ou qui ne sont pas encore bio. Est-ce que ces labels, qu'on ne va pas forcément citer, mais qui peuvent créer de la confusion dans la tête des gens, est-ce que ce n'est pas l'origine aussi de cette forme de petite crise de confiance autour du vin bio? Est-ce que l'une ou l'un de vous souhaite intervenir sur ce sujet-là? Kevin Boisset. Sur la crise de confiance, je sais pas. Non, mais si, on a vu, évidemment, ça a créé de la confusion. Pour citer en viticulture, il faut bien le citer, il faut appeler la haute valeur environnementale. La haute valeur environnementale, moi j'ai travaillé dessus avant qu'elle sorte, il y a plus de 10 ans. J'étais dans un directeur d'une ferme de lycée agricole. À l'époque, on testait les indicateurs avant de la sortir. Là. Et ça a été prévu pour la polyculture élevage, et puis il ne s'est rien passé pendant 8 ans, 7 ans. Le ministère n'en a rien fait, il n'y avait pas de communication. Et d'un seul coup, le marché viticole, les acheteurs viticoles ont appelé un label. Et donc, moi je le vois parce qu'on accompagne beaucoup à l'Agence de l'eau des caves coopératives viticoles dans leur transition agro-environnementale. Hein. Et donc, toutes, elles étaient en état d'urgence, là, il y a 4 ans, 5 ans, il faut qu'on passe en HVE. Et donc, on a massivement du HVE qui est arrivé dans la communication. Et effectivement, ça a perturbé sans doute le consommateur. Après, moi, je veux pas... Pour des caves coopératives qui s'engagent dans ce genre de dispositif, ça a un intérêt réel. C'est-à-dire qu'en termes de structuration, de démarche qualité en interne, c'est réel. Hein. L'effort est réel pour le collectif. Je veux dire, sincèrement, c'est pas à négliger. Et moi, je veux pas du tout, nous, à l'Agence de l'eau, on accompagne ces dispositifs. On veut pas... jeter l'opprobre sur HVE. Néanmoins, il faut rappeler qu'en termes de performance environnementale, nous, quand on a des caves COP d'ailleurs qui partent sur ces dispositifs-là, on leur dit « Ok, on vous accompagne dans la certification HVE, dans cette évolution, mais en plus, on vous demande des actions spécifiques sur la réduction des herbicides. » Pour dire qu'il faut aller plus loin, et ce n'est pas suffisant pour répondre, nous, en tout cas, à nos problématiques de qualité de l'eau. Et donc, c'est un premier pas. Mais environnementalement, c'est incomparable avec la bio, mais sans doute que ça a dû contribuer à de la confusion. Oui, alors on ne subventionne pas HVE pur. Une cave coopérative qui dirait on veut juste faire HVE. D'ailleurs, c'est arrivé il y a 2 ans, on a refusé, c'était la première fois. Ce n'est pas suffisant pour nous. On accompagne une démarche HVE si elle est complétée par des actions spécifiques comme l'enherbement, par exemple. L'enherbement, c'est un axe très important, le travail sur l'enherbement et la réduction des herbicides. Je vous l'ai dit au début, notre axe fort, c'est les herbicides. Donc HVE sans travail spécifique sur la réduction des herbicides, on ne finance pas. Alors, Soisig, peut-être un mot sur ce sujet-là. Oui, vous avez un regard, vous aussi. Parce que, oui, forcément. Ben oui. Alors, nous, on est bien conscient qu'il y a énormément de labels qui existent et que ça peut être assez perturbant pour le consommateur qui voit tout un tas de labels. Donc, c'est pas facile de choisir un produit. Après, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut aussi bien expliquer aux consommateurs ce que chaque label veut dire. Parce qu'en fait, il y a plein de choses bien qui sont faites par des labels. Enfin, chaque label a des critères, a un cahier des charges. Et donc, il y a des points de contrôle. Et en fait, à notre avis, c'est plus qu'il faut bien expliquer ce que chaque label contrôle. Donc, quand vous achetez Bee Friendly, il faut savoir que vous récompensez des agriculteurs qui se sont formés et engagés à la protection des pollinisateurs. C'est pas si mal. Donc, chaque label a sa spécificité et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux consommateurs, quoi. Voilà. Laure Verdeau, est-ce que quand même HVE, alors moi je sais ce que c'est évidemment, mais je vois beaucoup de gens pour qui HVE,
Alors moi, je suis très partagé parce que je trouve que c'est aussi, c'est d'une certaine manière, une porte d'entrée vers la viticulture bio. Mais pour beaucoup de consommateurs, c'est presque mieux que le bio. Haute valeur environnementale. C'est génial ce truc. Alors, oui, peut-être qu'il faudrait doubler donc, le label AB, si je vous écoute, d'un label très haute valeur environnementale. Pourquoi pas? En fait, je m'en tiendrai au fait. On a, sur la pléthore des labels dont on est en train de discuter, il y a des labels publics et des labels privés. Mmh. Donc, les labels privés, ça se relève de démarches marketing, mais qui peuvent être aussi également contrôlés par des bureaux d'études, par des certificateurs indépendants. Le bio relève d'une habilitation par l'État, l'INAO, de 10 organismes certificateurs qui contrôlent plus d'une fois par an ceux qui font le choix de la certification, qui prend d'ailleurs 3 ans à obtenir. Sur la base de ce delta entre le bio et le non-bio, l'État français s'est dit à l'origine, puisque rappelons que le Grenelle de l'environnement est à l'origine du HVE, s'est dit, entre le non-bio et le bio, la marche est trop haute, créons une marche intermédiaire qui permette d'engager une démarche de progrès. À l'origine, le HVE n'était pas destiné à figurer sur le col des bouteilles. Il est un peu comme une démarche d'amélioration, c'est une démarche qui sanctionne une amélioration dans les coulisses. C'est un peu comme ISO 26000. Ouais. Il se trouve qu'en 2016, il y a eu le développement d'un label qui finit par être sur le col des bouteilles. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 15 000 HVE actuellement qui sont effectivement essentiellement viticulteurs et il y a, on va franchir le cap des 60 000 fermes bio. Mais le développement de HVE a été fulgurant puisqu'il va avec un crédit d'impôt. Actuellement, ce que les chiffres montrent, c'est que HVE n'est pas forcément une démarche qui mène au bio. Nous, on voit ça toujours d'un point de vue, toujours une fois de plus, pour ma boutique, si les bio de demain sont les conventionnels d'aujourd'hui, vont-ils plus venir au bio s'ils passent par l'étape HVE? Pour l'instant, ce n'est pas démontré, puisqu'en gros, il y a à peu près 60% des labellisés HVE qui sont dans une autre démarche qualité. Par démarche qualité, j'entends AOP, IGP, etc. Et dans ce taux-là, on descend à 43% de ces gens-là qui seraient HVE aussi, qui seraient bio aussi. Donc là, il y a assez peu de recoupement. Et d'une manière générale, que ce soit en viticulture ou d'autres production, un agriculteur bio estime qu'il l'est déjà en valeur environnementale, donc il ne fait quasiment jamais la démarche de demander HVE en plus, parce que ça le challenge assez peu. Mais il pourrait le faire. Il ne le fait pas parce qu'il attend que ce soit la grande distribution qui lui demande, en fait. Et qui lui dise, bah voilà, cette année, on a eu le cas pour des pommes du Limousin, on vous référencera que si vous êtes bio et HVE. Et là, les bio disent, mais pourquoi vous voulez un contrôle tous les 3 ans en plus de celui qu'on a chaque année, plus le contrôle surprise? Et la distribution dit parce que. Voilà. Ben voilà, ouais. Donc, on a répondu à ma question. Est-ce que Philippe Fehrenbach, vous, sur les 260 hectares là, qui sont situés sur votre territoire, est-ce qu'il y a du HVE ou d'autres labels, justement, et est-ce que vous les aidez de la même manière? Non, je peux... On va dire, déjà la cave Héraclès, c'est au total, c'est beaucoup plus grand. Ça s'est très développé, donc c'est pas seulement les terres qui sont autour de chez nous. La cave, c'est plutôt 1250 hectares. Donc c'est très bien qu'ils se sont développés. 95% des terres, enfin des vignes, sont en bio. Donc on a cette chance-là que l'association de Cave Héraclès s'est tellement développée que ça couvre 95% des vignes qui sont autour de nous. Donc j'en suis très satisfait. Je voulais simplement rajouter pour revenir aux abeilles et tout ça. Moi j'insiste énormément. L'impact aussi bio, l'impact qu'on peut avoir sur la biodiversité avec l'enherbement. Et il y a plein de choses autour de ça. Bon, il y a les abeilles, il y a les nichoirs, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas juste s'arrêter juste au bio, on va dire, pas de pesticides. Il y a beaucoup plus à faire derrière ça par rapport aux espèces protégées. Donc, ça fait aussi partie du jeu. On n'en parle pas assez. J'aimerais aussi qu'on insiste un petit peu là-dessus. Voilà. Très bien. Merci. Vous vouliez dire un mot à Charlotte? Allez-y. Oui, d'un point de vue apicole, donc pour les abeilles, c'est vrai que le HVE n'a absolument aucun intérêt. Enfin, un apiculteur ne va pas se dire tiens, ici il y a des vignes à HVE, ça va être plus intéressant. Absolument pas. Par contre, pour la bio, oui, complètement. Et il y a des labels qui ne sont pas concurrents à la bio, mais qui sont complémentaires. Et c'est le cas du Bee Friendly, où c'est intéressant d'avoir et la bio, qui apporte certaines garanties,
et le Bee-Friendly qui va travailler sur d'autres aspects et en particulier sur l'aspect ressources, avec un travail de fond aussi d'amélioration continue des pratiques par l'agriculteur et l'agricultrice. Donc il n'y a vraiment pas de concurrence entre les deux, il y a vraiment complémentarité à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Et alors, une petite précision, parce que peut-être que comme moi, vous vous êtes posé cette question-là. Est-ce que l'eau de Perrier est bio ou pas? Eh bien non, elle n'est pas bio, mais parce qu'elle n'a pas à l'être. M'a dit à l'oreille Laure, que j'ai interrogé, est-ce que ça n'est pas une production humaine? Et donc il n'y a pas de bio pour l'eau. Enfin, on n'a pas de label, c'est ça, hein? On prend les ressources naturelles. Voilà. Oui, et on les protège. Et on les protège. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Je vois des représentants de la cave Héraclès, notamment, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent intervenir, je ne sais pas, d'autres... Ah, voilà, madame devant, très bien. Au premier rang, à droite, Valérie, voilà. Oui, bonjour, merci pour toutes vos explications. J'aimerais m'adresser à l'association Bee-Friendly parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas entre les adhérents qui sont bio et les adhérents qui sont conventionnels. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des vignerons conventionnels qui vont se soucier des abeilles. Mais s'ils utilisent des pesticides, comment ça fonctionne? Voilà, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Oui, donc effectivement, il y a des vignerons conventionnels qui peuvent être bee-friendly. En fait, nous, dans notre référentiel, on a des points qui sont éliminatoires et des points de bonne pratique. Donc, un vigneron qui va être bee-friendly, il va avoir aucun point éliminatoire, et un certain nombre de bonnes pratiques. Et donc, en fait, on a un comité de labellisation qui est constitué de producteurs, de naturalistes et d'apiculteurs qui se réunit et qui définit chaque année tous nos critères. Et donc, en fait, l'idée, un agriculteur qui va être bee-friendly, il va en fait minimiser les risques pour les pollinisateurs. Et donc, notamment, on a une liste noire d'insecticides qui est interdite chez nous. Il y a une vingtaine de molécules qui ont été définies par des écotoxicologues avec qui on a travaillé. Et donc un conventionnel, par exemple, il va pas du tout utiliser de deltamétrine, par exemple, qui est un insecticide quand même assez fréquemment utilisé en conventionnel. Chez nous, il n'est pas utilisé. Donc déjà, on limite les risques. Il va, après c'est un peu technique, mais il va faire des traitements de nuit en période de floraison pour vraiment limiter l'exposition des abeilles. Donc ça, c'est pour la partie traitement. Et pour la partie biodiversité, il va arriver à cartographier les éléments de biodiversité sur sa ferme. Donc il y a un côté assez pédagogique. Et un axe de travail qui est vraiment original et propre à Bee-Friendly, c'est de prendre contact avec des apiculteurs de son territoire. Donc chaque agriculteur engagé Bee-Friendly a des contacts avec ce monde apicole. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet en fait de se former, de se sensibiliser. Et puis comme vous dites, c'est aussi une porte d'entrée pour aller plus loin. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le bio, ça peut être assez difficile pour certains systèmes conventionnels quand même très intensifs. Et en fait, le Bee-Friendly, ça peut être une porte d'entrée pour aller encore plus loin. Et alors, petite question complémentaire, quelle est la proportion d'agriculteurs bio Bee-Friendly par rapport aux agriculteurs conventionnels ou aux non-bio, quoi? Une grosse majorité de bio, j'imagine quand même, non? Alors, redites-moi la question. Quelle est la proportion d'agriculteurs bio dans les certifiés Bee-Friendly? Ah oui, alors en viticulture, c'est la moitié. En viticulture, bio, d'accord. voilà. Et dans les autres filières, c'est quand même beaucoup moins. Je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est en viticulture qu'on a le plus de bio. D'accord. Merci. Monsieur. Pour une question pour Kevin, l'Agence de l'eau. Donc, tout d'abord, remercier l'Agence de l'eau pour l'accompagnement pour le monde agricole. Je souhaiterais savoir si vous avez des lignes de financement pour accompagner les campagnes de communication. Alors, l'Agence de l'eau, non. L'Agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse en particulier, on n'a pas de ligne spécifique sur la communication. Effectivement, ça fait pas partie de nos axes. Il y a d'autres agences qui investissent davantage sur la communication, mais à ce jour, c'est pas le cas. Donc
on travaille à notre 12e programme qui interviendra en 2024. C'est vrai que, mais pour l'instant, non, on est sec là-dessus. Voilà. Mais là, vous communiquez. Vous voyez, aujourd'hui. Oui, voilà. Alors voilà. L'important, c'est d'être présent. Voilà. Ça, c'est j'investis de ma personne, mais non, effectivement, sur des actions complémentaires, des actions globales en fait, où des CAF coopératives vont s'engager dans de la transition, on peut adjoindre un volant de communication pour promouvoir leurs bonnes pratiques. Effectivement, dont la bio en particulier. Mais voilà, on n'a pas d'axe spécifique, juste communication. Non, parce que vous avez fait un sacré travail sur l'exploitation. Bon, il manque que ça maintenant. Le travail n'est pas fini. Je considère que l'agence de l'eau n'a pas fini son travail. C'est malheureux. Vu la puissance de feu que vous avez, quoi. Alors, madame, je crois, une question. Oui, un peu les mêmes questions sur les financements. Kevin, désolé. Tu as parlé de la bonif bio tout à l'heure. Tu l'as parlé au passé. Elle va disparaître du coup ? Non, elle ne va pas disparaître. Alors, dans le futur dispositif d'aide aux investissements, il n'est pas encore tout à fait finalisé par la région. C'est la région qui pilote ça. Mais normalement, on devrait avoir plus 10%. On avait plus 20% pour la bio. On devrait avoir plus 10%. Donc, ce sera toujours bonifié sur les agriculteurs bio. Ouais. Voilà. C'était une question pointue. Peut-être un brin intéressé, je ne sais pas, mais est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite intervenir encore? Sinon, on va se séparer sur cette dernière question. Merci à toutes et à chacune, à tous et à chacun de votre participation à cette conversation que j'ai trouvée pour ma part, puisque je n'y suis pour rien, fort intéressante. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci.